Cracovie, perle de la petite Pologne, cité médiévale aux si beaux monuments, résidence de l'une des plus célèbres universités européennes, ville berceau de Copernic. Comment imaginer un seul instant, sur cette place, si grande, si propre, que cette ville fut le lieu de tant d'horreurs? Comment s'imaginer la détresse, les cris, la souffrance au milieu de tant de touristes aux visages joyeux et insouciants? Comment apprécier la quiétude de la cathédrale et prier sereinement quand on se rappelle qu'on a voulu ici exterminer un peuple et une religion? Comment s'imaginer des hommes et des femmes mourir pour un quignon de pain au milieu de tous ces restaurants aux terrasses remplies? Comment s'imaginer l'horreur, la barbarie, quand à mon âge, 20 ans, au centre de cette place magnifique, où, il y a plus de 70 ans, mouraient par milliers des jeunes de 20 ans, juste parce qu'ils étaient juifs. Marcher dans une ville à la recherche de son histoire. Plan en main, guide dans la poche, on recherche les monuments, les statues, les musées. Mais à Kazimierz, nul besoin de plan. Chaque pierre, chaque mur, chaque rue transpire l'histoire. Nous marchons dans un monde moderne, mais notre esprit est en 1941. Le temps est suspendu, autour du cimetière, de la synagogue. Au détour d'une rue, un peu à l'écart, quelques mots ont été écrits sur la façade d'une maison. Et ces quelques mots, terribles mots, sont là pour nous rappeler que la vie s'est arrêtée un matin de 1941. Nos regards se voilent, nos esprits s'abandonnent, nous sommes avec eux. Nous abandonnons nous aussi Kazimierz et traversons la Vistule. Et nous arrivons, nous aussi, sur la place du ghetto. Sur la place des héros. Pas de cris, pas de hurlements, pas d'aboiements pour nous accueillir. Juste le silence et des chaises. 65. 65 chaises pour les 65 000 juifs de Cracovie assassinés. 64 d'entre elles sont tournées vers le ghetto, vers la mort. Une est orientée vers l'usine de Schindler. Porte de sortie vers le travail, vers l'espoir, vers la vie. Casque audio sur les oreilles, chaudement vêtus pour affronter les moins 12 degrés de l'hiver polonais. Nous suivons notre guide. Nous marchons, lentement, en groupe vers l'entrée du camp. Au loin, le célèbre portail apparaît et son inscription devient, petit à petit, de plus en plus lisible. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Quelle ironie. 1,1 million de juifs sont passés sous ce portail. Puis les premiers bâtiments de 3 étages en briques rouges apparaissent, innombrables. Nous déambulons, serrés, silencieux, en écoutant quasi religieusement notre guide. On y observe les paillasses, les cuisines, l'infirmerie et même la prison de la prison. Nous avons froid et nous avons un peu honte d'avoir froid. Petit à petit, nous les imaginons, ces détenus, innocents, marcher dans la boue froide, attendre des heures et des heures durant que l'appel cesse, repasser une énième fois sous le porche au son d'un funeste orchestre. Revenir après 15 heures d'un travail inutile vers le camp, et s'allonger sur une paillasse à attendre que la mort vienne les délivrer. Juste parce qu'ils étaient juifs? Juste parce qu'ils étaient juifs. Entre les blocs 10 et 11, dans une grande cour rectangulaire, se dresse un haut mur de parpaing. Les fenêtres qui donnent sur cette cour sont toutes murées, condamnées, comme ces déportés qui y étaient exécutés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans cet enfer concentrationnaire, où tant et tant d'hommes et de femmes périssaient, de faim, de froid, de maladie, de fatigue. Certains mouraient exécutés par balles. « Debout !»
Fiers. Fiers de mourir dignement en regardant leur bourreau. Fiers d'avoir eu le courage de s'opposer, de fuir, de résister. Fiers de regarder une dernière fois leur assassin. Des fleurs remplacent aujourd'hui les taches de sang sur les parpaings. Aux cris des déportés succèdent les silences des visiteurs, qui n'imaginent pas qu'on puisse condamner à mort un homme déjà mort. Une bougie scintille au pied du mur pour rappeler à tous que nous devons aussi notre liberté à ceux qui ont résisté et qui sont morts entre les blocs 10 et 11. C'est un bloc de béton situé vers la sortie du camp. Un bloc carré, gris, banal, une petite porte permet d'y entrer. Une porte, toute simple, qui séparait hier le monde des vivants et des morts. Quand j'ai franchi cette porte, je me suis senti de suite oppressé, désemparé, incapable de rien. L'endroit est sombre, glacial, mais les frissons qui parcourent mon corps ne viennent pas de l'hiver. Les murs parlent, je sens la présence de tous ces condamnés. Je vois les traces d'ongles laissées dans le béton armé. J'imagine leur détresse, leurs cris, leur dernier espoir qui s'évanouissent. Ma gorge se serre. J'ai de plus en plus de mal à déglutir, à avancer, à penser. C'est une sensation si étrange, si étrangère. Je suis dehors, j'ai refranchi la porte. Je voudrais parler, je voudrais crier, hurler, mais aucun mot ne sort de ma bouche. Je n'ai plus de voix devant tant d'horreur. Je l'ai vu tant et tant de fois, et c'est toujours la même image. Ce porche immense qui se dresse à l'entrée du camp. Ce porche, au loin, c'est la première chose que voyait le conducteur du train. La première fois qu'il est passé dessous, il ne se doutait peut-être de rien. Il transportait des passagers vers un camp de travail. Les déportés, innocents, eux aussi ne se doutaient de rien. Ils allaient travailler et les cheminées au loin les rassuraient. Un peu. Puis, le conducteur est repassé sous le porche. Une fois, 2 fois, 100 fois. Comprenait-il que ce voyage n'était qu'un aller simple vers la mort? Certainement, mais il ne dit rien, ne fit rien. Passé le porche, un peu plus loin, au cœur de l'immensité du camp, se dresse un wagon, seul et apparemment en bon état. Il aurait dû servir à transporter des marchandises ou du bétail. Mais il transportait des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards. Et devant ce wagon, je les imagine, innombrables, serrés comme du bétail, avec la faim, la soif, ces besoins naturels qui les tiraillent. Et il y a nous, 78 ans plus tard. Nous, qui nous plaignons sans cesse de la qualité de nos transports, assis dans les fauteuils des wagons. Nous, qui devrions penser à toutes ces personnes qui, un demi-siècle avant nous, mouraient de faim et de soif dans des wagons noirs, sans jamais pouvoir s'asseoir. Me voilà arrivé devant lui. Le frisson qui me parcourt me fait prendre conscience d'où je suis. La journée est belle, ensoleillée, mais j'ai froid. Je marche lentement au cœur des bâtiments que j'ai maintes et maintes fois vus à la télé, dans les livres, en cours. Et là, je prends conscience. Conscience de l'immensité du camp. On me dit que 2 cheminées dressées représentent un baraquement. Combien sont-elles? Je ne sais pas. Je n'ai pas le courage de les compter. Le malaise s'amplifie. Je regarde derrière moi. Le groupe ne parle plus. Et dans ma tête,
Les questions affluent. Inutile de les poser au guide, au prof, aux copains. Je sais qu'il n'y aura pas de réponse. Comment l'être humain peut-il imaginer et construire une telle structure à des fins mortifères? Comment des hommes et des femmes pouvaient-ils assumer cette tuerie et la rendre aussi banale que de prendre un café? À quel point étaient-ils persuadés de faire le bien en exécutant, gazant et en laissant mourir d'épuisement et de faim des femmes, des enfants, des vieillards, des innocents? Au loin, un anonyme a posé une petite fleur au bout de la voie de chemin de fer, dans l'axe du porche. Je l'observe. Cette simple fleur est bien plus qu'un simple hommage. C'est la trace de la mémoire, celle que nous ne devrons jamais oublier. Jamais. Il fait froid. Je devrais bouger pour me réchauffer, mais je reste immobile, le regard vide, fixé sur ce gibet. Et je cherche la raison qui rend cette potence presque belle. La raison est pourtant simple. C'est ici, entre sa villa et les chambres à gaz, que Rudolf Höss, commandant des camps d'Auschwitz, a été pendu le 16 avril 1947. Ils ont offert à cet homme un procès, une mort digne et rapide, lui qui a initié l'utilisation du Zyklon B, envoyant chaque jour des milliers de juifs agonir lentement dans l'horreur des chambres à gaz. Pendant ce temps, Höss menait une vie familiale paisible dans sa villa, à quelques mètres de là. Je suis un fervent opposant à la peine de mort. Pourtant, un parfum de justice règne autour de cette potence. L'idée me réchauffe un peu. Tous ces crimes ne sont pas restés impunis. Mais en quittant l'enfer d'Auschwitz, mon sang reste glacé en réalisant ce que des hommes ont infligé à d'autres hommes. Il ne faudra jamais oublier l'horreur des camps. Jamais. Car c'est la connaissance de cette histoire qui désormais nous protège.